Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Très heureux, nous sommes, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans ce dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Nous y sommes donc pour le compte de ce vendredi 13 décembre 2024. Et nous lançons tout de suite la première rubrique de cette émission, la revue des titres, qui annonce Mathieu Kolaole-Bokor sur ce plateau pour l'exercice de ce jour. Mathieu Kolaole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Alors, sans plus tarder, nous démarrons la revue des titres. Matin libre avec qui nous allons démarrer la revue des titres de ce vendredi, mesdames et messieurs, qui met en manchette manque l'engouement quant à la présidentielle prochaine. L'opposition suit-elle le chronogramme de Talon? S'interroge Matin libre, Bénin intelligent, un levier de développement socio-économique en parlant justement de la diplomatie sous Talon. Le Télégramme, nomination au poste de ministre conseiller, c'est un appel à servir avec abnégation et loyauté. Claudine Afiavi-Prudencio, voici les attributions et rôles des ministres conseillers nommés. Dynamisme Info, nomination des ministres conseillers, la machine pour 2026 mise en place à la mouvance. La Nation, développement de commerce électronique, le Bénin affiche ses ambitions. Fraternité qui met Conseil économique et social, personnalité politique de la mouvance nommée au CES, le rouleau compresseur de Talon pour 2026. Le potentiel, horreur dans le département du Zou, crime abominable, il tue son mari pour 500 000 francs CFA à Agbanizon. Et puis, libération, santé et sécurité vers le recrutement de 30 médecins et 1785 policiers. Nous allons finir avec l'œil du Bénin qui met nomination de ministres conseillers. Quel impact cela aura-t-il sur la gouvernance de Talon s'interroge l'œil du Bénin, Latifat Koweno. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor, pour cette présentation de l'actualité de ce matin. Nous enchaînons donc avec l'actualité de ce matin. Nous rebondissons sur la manchette du quotidien Matin libre. Manque l'engouement quant à la présidentielle de 2026. Oui, une manchette placardée par Matin libre, vous le dites si bien. L'opposition marche-t-elle dans le chronogramme de Patrice Talon, s'interroge le quotidien de Batito, alors que le Bénin est à quelques encablures d'une élection présidentielle aussi majeure dans son histoire démocratique. La scène politique semble être déserte et dépourvue de toute idée menant vers les méandres des potentiels candidats, au point de penser que Patrice Talon, en plus de contrôler sa troupe, dicte indirectement son calendrier à l'opposition. Si l'échéance présidentielle est prévue d'après le code électoral pour le 12 avril 2026, les dépôts de candidature, par contre, Latifat, doivent être clôturés 180 jours avant. Autrement, les Béninois devront avoir une idée de qui est présidentiable ou non au plus tard le 14 octobre 2025, à moins d'un an donc de cette date fatidique. Rien ne se dessine sur la scène politique, contrairement à cette ferveur qui a toujours pris d'assaut les différents gotas politiques élargis à tout le pays. Tout est encore calme pour 2026, alors que
Patrice Talon devra, conformément aux dispositions constitutionnelles, passer la main à un successeur. Tout porte à croire que rien ne presse pour la mouvance, ce manque d'engouement et ce semblant de désintérêt est pleinement justifié, d'autant plus que le chef de l'État, lors d'une de ses sorties, a laissé clairement savoir que cette question ne sera qu'à l'ordre du jour un an avant cette joute électorale, sachant qu'il a la main mise sur ses troupes et ses affidés. Cette observation, à tout point de vue, est plus qu'une consigne, car même si les ambitions fleurissent au sein de cette mouvance, nul n'ose outrepasser les conditions du chantre de la rupture du côté de ses soutiens pendant ce temps. Que fait l'opposition Latifat? En tout cas, cette question, c'est une question qui taraude de nombreux esprits jusqu'à maintenant. Police républicaine, 1785 agents à recruter au titre de l'année 2024. Effectivement, vous le dites si bien, 1785 agents de police seront recrutés pour le compte justement de l'année 2024. C'est la décision prise par le Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre. Selon les sources officielles, cette vague de recrutement vise à renforcer les effectifs de la police républicaine afin de la rendre encore plus performante au service de la sécurité des personnes et des biens. À l'issue du processus, les lauréats prendront part à la formation prévue avant d'être déployés dans toutes les communes. En effet, la sécurité occupe une place centrale dans le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Dans sa vision de développement du Bénin, la sécurité est essentielle pour garantir la stabilité, il faut le dire, et favoriser un environnement propice à l'investissement et à la croissance économique et au bien-être des citoyens. Le gouvernement Latifat a mis en place diverses réformes pour renforcer la capacité des forces de sécurité, moderniser les infrastructures de sécurité et améliorer la gestion des risques. Il a également œuvré pour finir pour une meilleure coordination entre les forces de l'ordre et la justice avec une attention particulière portée à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, les violences sociales afin de préserver la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Hors de nos frontières, le Niger suspend la BBC pour 3 mois et pour plainte contre RFI. Oui, le Niger suspend la BBC et porte plainte contre RFI. Dans son journal de ce midi, la BBC Afrique a annoncé que des militants présumés ont lancé 2 attaques simultanées dans le village de Chatoumane et dans la zone de Terra, ainsi qu'un bilan de 130 morts. Il n'aura pas fallu plus pour que les autorités suspendent la radio. Pour 3 mois, la BBC est accusée d'avoir diffusé des informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes qui luttent contre les djihadistes. Selon un communiqué du ministre de la Communication, Sidi Mohamed Raliou, mercredi soir, l'état-major des armées avait affirmé à la télévision publique un démenti officiel concernant l'attaque de Chatoumane et avait déclaré qu'il s'agit d'affirmations infondées et une campagne d'intoxication orchestrée par les adversaires du peuple nigérien visant à saper le moral de nos troupes et à semer la division entre les populations et les villageois et les vaillantes FDS. Selon des sources sécuritaires et médicales, au moins 90 soldats sont tombés, ainsi qu'une 50aine de civils pris dans les combats depuis le coup d'état militaire de juillet 2023. Vous vous rappelez, les organisations de médias et journalistes au Niger font face à des difficultés dans l'exercice de leur métier. Une semaine après la prise de pouvoir de Mohamed Bazoum, c'est RFI et France 24 qui ont été suspendus au Niger et le sont encore aujourd'hui. Le régime nigérien a par ailleurs annoncé ce jeudi soir porter plainte contre RFI accusé d'orchestrer une vaste campagne de désinformation, précise le communiqué du Conseil des ministres de ce 12 décembre. Dans l'actualité sportive de ce matin, nous allons parler des éliminatoires de la CAN féminine 2025. L'adversaire du Bénin est connu pour le premier tour. Les Amazones du Bénin sont fixées sur le adversaire du premier tour des éliminatoires de CAN 2026. Vous le dites si bien, ceci après le tirage au sort effectué ce jeudi 12 décembre 2024 au siège de la Confédération au Caire en Égypte. Au thème du tirage au sort, les Amazones croiseront les crampons avec les Lions Star Dames de la Sierra Leone lors d'une double confrontation aller-retour. Au premier tour, ces rencontres auront lieu pendant la trêve internationale FIFA de février 2025 du lundi 17 au mercredi 26. Notons qu'en cas de qualification Latifat, le Bénin affrontera le Nigeria au deuxième tour. Merci à vous, Mathieu Kolawole-Bokor. On vous retrouve dans un instant dans le forum matinal. À tout de suite, mesdames et messieurs.
Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans le forum matinal de ce matin. Mathieu Kolaole-Boko, matin libre a su relever l'interrogation à quand les partis politiques vont concrètement démarrer les effervescences de 2026. C'est vrai que vous n'êtes pas président de parti, vous n'êtes pas un politicien, mais en tant que journaliste analyste, quelles sont vos lectures? En tout cas, dites-nous un peu. Non, je pense que vous avez bien sûr le dit. Je ne suis pas président du parti IBR, ni de l'UP, ni de les démocrates, ni de Renaissance nationale, encore moins Moël Bénin de Jacques Ayadji. Chacun connaît son chronogramme, chacun connaît son agenda, chacun connaît son calendrier, évidemment. Mais seulement que la Sénat a déjà tout fixé pour ne pas dire que le code électoral a été clair. Vous savez, il faut au plus tard déposer les candidatures le 14 octobre 2025. C'est-à-dire que c'est clair, et ça, à 180 jours avant les élections de 2026. Donc, chacun sait quand même que le temps compte. Chaque parti, pour ne pas dire, sait que le temps compte pour lui. Et puis, ils savent peut-être les dispositions qu'ils sont en train de prendre en leur sein pour pouvoir respecter ce calendrier-là. Seulement que la question que beaucoup se posent, pourquoi ce silence? Pourquoi cette passivité autour de l'élection présidentielle de 2026? Parce que au-delà des élections générales, c'est la présidentielle qui intéresse en tout cas beaucoup. Qui sera le successeur de Patrice Talon? Beaucoup se posent la question en réalité parce que bien avant la réforme du système partisan, je veux parler déjà en 2014, bien avant que le président de la République, Patrice Talon, ne vienne au pouvoir, je pense quand même que les signes se dessinaient. Tout le monde savait exactement qui pourrait être les potentiels présidentiables. Donc, jusque-là, on ne sait pas. Ou on se dit, même pour ceux qui osent peut-être sortir la tête, ont de difficultés après et se demandent si c'est pas peut-être encore le même scénario qui va se produire. Est-ce qu'on va pas être mangé, d'accord, avec la même sauce? Donc, aujourd'hui, les partis politiques suivent sûrement la direction de leur chef, Patrice Talon, parce qu'il y a bientôt un an, Patrice Talon qui disait « Aucun parti politique, encore moins les états-majors, ne peuvent déjà descendre sur le terrain pour parler en tout cas de l'élection présidentielle. » Donc sûrement, au niveau de chaque président des partis politiques, chacun est prudent, chacun essaie de suivre plus ou moins le chronogramme du chef pour ne pas peut-être tomber sous le coup d'une sanction ou sous le coup peut-être d'une mise en garde. Donc, on va de même avec l'opposition. Non, l'opposition peut-être se dit, et si j'essaie peut-être de sortir tout de suite ma carte, peut-être elle sera grillée. Si j'essaie tout de suite de montrer la tête, peut-être que on connaît l'adversaire, peut-être qui est en face. Donc, sûrement l'opposition a toujours sa stratégie. L'opposition se dit, bon, peut-être nous avons des conditions sine qua non, et que sans ces conditions-là, peut-être jusque-là, on ne parlera pas encore d'élection. Seulement que Latifat, le risque est que l'opposition risque de retomber encore dans les mêmes erreurs que 2021 et ne pas nécessairement prendre part aux élections. Parce que vous nous rappelez-vous, un an, ça passe très vite. Donc, les démocrates ont-ils, je veux parler de ces membres de les démocrates, ont-ils encore le temps véritable de pouvoir nécessairement tout avoir comme condition avant d'aller aux élections? Moi, je pense qu'il faut pas qu'on puisse suivre la mouvance. Parce que la mouvance, en réalité, vous voyez bien leur stratégie. Aujourd'hui, les ministres conseillers sont nommés, même si on peut me parler des postes techniques, mais au-delà de tout, il y a que aussi le côté politique que beaucoup aussi soulèvent. Parce que Rachidi Badamassi et Janvier Yawedéou, qui est voilà, Jacques Ayadji, qui est président d'un parti politique soutenant la mouvance présidentielle, RN, Renaissance nationale, Claudine Prudencio, soutenant la mouvance présidentielle, ce n'est pour rien quand même que ces personnes ou ces ténors ont été choisis. Ces
tenants ont été choisis parce qu'il y a un objectif derrière. Si Claudie Prudencio voulait, il pourrait peut-être proposer quelqu'un d'autre pour que la personne aille siéger quand même au sein au niveau de ce conseiller ministre-là. Donc, je pense que la stratégie de la mouvance est claire. Nous sommes là, nous sommes en train de mettre déjà nos jalons et puis pour pouvoir le faire, c'est vrai. L'opposition dira quand même aussi qu'il a ses stratégies. Bon, la stratégie de l'opposition, c'est vrai que de temps en temps, vous entendez peut-être la mise en place des cellules de coordination et voilà, d'arrondissement, de quartier, de chef-village. Mais suffit-il pour pouvoir installer, mais pour pouvoir relever? Les partis de la mouvance aussi en font pareil. Hein? Non, écoutez, la mouvance a ses stratégies. Et lorsque vous voyez bien la mouvance, c'est vrai, chacun se thème et chacun travaille. Vous allez voir la mouvance déjà bien avant, il y a un an, il y a une reddition de comptes au niveau des communes. Les députés sont descendus pour pouvoir aller rencontrer la population. Alors, je pense quand même que sans que Yahi ne descende pour dire Yahi doit descendre pour aller dans telle localité, donc, telle localité, on ne voit personne. On ne voit pas des initiatives concrètes au niveau de l'opposition. Oui, la question qui s'est posée, c'est-à-dire il y a une situation qui s'est posée à Ndali où après le DGPR, Soumaïla Yaya a tapé du poing sur la table en disant laissez les partis politiques s'exprimer parce que chacun a son bord, chacun a son idéologie et chacun a le droit de pouvoir circuler autant qu'il veut. Mais je pense que l'opposition a du boulot, l'opposition a du travail, l'opposition doit savoir quand même que ça ne reste encore un an et les stratégies qu'il faut, on n'a pas dit de désigner tout de suite la candidature, mais je pense quand même qu'il faut renforcer déjà les bases et peut-être montrer quand même qu'on n'est pas là pour suivre nécessairement la mouvance parce que le pire, c'est que il faut pas tomber dans le même piège que 2021. Alors, votre appel, là, c'est donc lancé aux autres. Je n'ai pas d'appel, mais ce sont des analyses. Et moi, je pense que ce sont des recommandations. Okay. Et je suppose qu'ils nous écoutent. Je pense que le Parti Les Démocrates nous écoute. Je pense que Restaurer l'Espoir, je pense que la FCBE, ceux qui se disent quand même du parti de l'opposition, GXR et tout, en tout cas, il y a un cas de concertation autour, même si tout le monde n'a pas encore adhéré à ce cas à ce cadre de concertation. Je pense que c'est le moment maintenant de pouvoir revoir la stratégie, de savoir quand même que chaque jour qu'on se lève, il faut quand même qu'il y ait le code électoral qui soit là, le calendrier est là et qu'on puisse dire, avec le temps qui reste, est-ce que nous avons le temps de qu'on puisse satisfaire toutes nos conditions et sinon, alors quel est le plan B que nous devrions adopter pour pouvoir atteindre 2026? Et parlant encore du temps, hein, Mathieu Kolaoleboko, il faut dire que l'opposition s'acharne à réviser le code électoral. À l'heure actuelle, est-ce encore possible? Non, c'est ce que je dis. C'est peut-être possible. On ne sait pas parce que entre eux, ils se connaissent. Parce que non, je ne peux pas dire qu'ils perdent le temps. Moi, je peux pas le dire. Peut-être qu'ils connaissent déjà leur calendrier, ils connaissent leur agenda. Ils savent ce sur quoi ils se basent pour pouvoir peut-être enclencher le processus d'aller auditer le fichier électoral, de corriger le code électoral, etc., etc., etc. Mais le piège est que, attention, si au cas où ces conditions n'arrivent pas à être satisfaites, il faut, Latifat, peut-être prendre encore d'autres dispositions, parce qu'en politique, il faut pas sortir toutes les cartes, sûrement qu'ils en ont encore d'autres, d'accord, sur eux, et nous espérons que d'ici les prochains jours, ils vont nous montrer les cartes qui pourront peut-être et leur servir d'atteindre l'objectif et de gagner les élections. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. C'est le dernier forum matinal pour le compte de cette semaine. On vous souhaite ça. Un bon week-end. Merci, Latifat. Merci. Et puis, bon week-end aussi à tous les amis internautes. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ce n'est que la première partie de votre émission, Le Meilleur Réveil. On se retrouve dans la deuxième partie tout de suite. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV.
Dans ce numéro de votre rubrique santé et bien-être, nous apportons toutes les notions nécessaires sur le reflux gastro-œsophagien. Encore appelé RGO, il est un trouble digestif qui se produit lorsque le contenu acide de l'estomac refoule dans l'œsophage. Cela peut entraîner des symptômes comme des brûlures d'estomac et des régurgitations. Les symptômes du RGO incluent brûlure d'estomac, sensation de brûlure dans la poitrine, surtout après les repas, en position couchée, régurgitation acide, retour de nourriture ou de liquide acide dans la bouche, difficulté à avaler, toux chronique ou sensation de gorge irritée, douleur thoracique peut être confondue avec des douleurs cardiaques. Le RGO peut être causé par plusieurs facteurs. Dysfonctionnement du sphincter œsophagien inférieur. Ce muscle, normalement fermé après le passage des aliments, peut se relâcher de manière anormale, permettant au suc gastrique de refuyer. Une hernie ou une partie de l'estomac se déplace au-dessus du diaphragme, facilitant le reflux. Obésité. Le surpoids augmente la pression intra-abdominale, ce qui peut pousser les sucs gastriques vers l'œsophage. Alimentation inappropriée. Certains aliments favorisent le reflux. Grossesse. Le fœtus s'appuie sur l'estomac, augmentant le risque de reflux. Le traitement du RGO inclut généralement modification du mode de vie, perte de poids si nécessaire, éviter de manger avant de se coucher, dormir avec la tête du lit surlevée. Antiacide peut neutraliser l'acide. Inhibiteur de la pompe trophon pour réduire la production d'acide gastrique. Antagoniste des récepteurs H2 pour diminuer l'acidité gastrique. Chirurgie. En cas de RGO sévère résistant au traitement médical, une intervention chirurgicale peut être envisagée. Certains aliments peuvent aggraver le RGO. Aliments gras, friture, viande grasse, aliments épicés, piments, sauces épicées, agrumes, oranges, citron, pamplemousse, chocolat, café et boissons contenant de la caféine, boissons alcoolisées, tomates et produits à base de tomates, sauce et jus, menthe qui peut également détendre le sphincter. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce vendredi 13 décembre 2024. Sur ce plateau, je reçois pour vous Hippolyte Arondema, président du mouvement Bénévision 2026 et acteur, membre politique du parti Bloc républicain. C'est bien ça? Oui, c'est très bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Bonjour à vous. Alors, avec vous, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons d'abord commencer par la nomination des ministres conseillers. Quand vous voyez un peu la liste des personnalités qui ont été nommées par le chef de l'État, quelle lecture vous faites, monsieur Hippolyte Arondema? Bon, la lecture que je fais, c'est de cette nomination. Je pense que le chef de l'État a bien choisi ses ministres conseillers parce que il y a aussi une question de confiance, la confiance en eux pour qu'ils fassent le travail sur le terrain, pour quand même en faire connaître tout ce que le chef de l'État fait pour les populations qui ne voient pas encore tout ce qui se passe réellement, parce qu'il y a aussi un manque de communication avec ce que le chef de l'État fait. Et puis je pense que ça va aider tout le monde à bien comprendre et à bien parler du chef de l'État, là où on ne l'entend pas, alors qu'il y a beaucoup de réalisations qui sont faites sur le terrain qu'on voit. Et quand vous voyez un peu le profil des personnes qui ont été nommées et les postes, les ministres sectoriels où ils sont nommés, quelles sont vos impressions par rapport à ça? Est-ce que leurs profils répondent au ministère? Non, il ne s'agit pas du profil qui répond au ministère. Il s'agit de comment ils vont communiquer sur l'action du gouvernement, du chef de l'État, ce que le chef de l'État fait. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir un bac plus 10 ou bien d'avoir une thèse avant d'être nommé, avoir un profil de médecin avant d'être conseiller d'un médecin, mais de pouvoir rapporter ce que ressent la population de base à ses ministres et au chef de l'État pour que le chef de l'État puisse trouver des solutions pragmatiques à la population béninoise. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous ne décriez pas le fait qu'il n'y a pas vraiment de jeunes dans cette liste? Bon, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes dans cette liste, mais bon, que ça, c'est que des anciens députés, des anciens collègues
Donc, je pense que nous allons demander au chef de l'État prochainement de penser à la jeunesse béninoise, quoi. Alors, nous allons parler à présent d'autres choses. Hippolyte Arondement, quel est votre avis sur l'audit du fichier électoral? Est-ce une nécessité? Non, moi, je pense qu'il n'y a pas une nécessité. Pour les partis politiques, je pense que l'essentiel, c'est d'occuper le terrain. C'est d'aller sur le terrain, convaincre les gens, quoi. Parce que si vous partez sur le terrain, c'est mieux de faire l'audit du fichier, alors que cet audit va nous coûter très cher. Et alors que l'État a quand même dit qu'il va prendre le coût en charge. Le coût en charge, c'est la population béninoise qui va payer ça. Le chef de l'État même le dit souvent. Tout ce qu'on paye ici, c'est la TVA, la douane récupérée sur la population béninoise qui paye. Même le plus petit qui porte les habits venus de France paye la taxe, et c'est sur cette base que le chef de l'État le gouvernement prend les tasses pour pouvoir, et on va financer cet audit-là. Et moi, je pense que les partis politiques n'ont qu'à aller sur le terrain, occuper le terrain, et puis de travailler sur le terrain, de demander de faire une audit, quoi. Parce que c'est quand on pense à l'échec directement là, qu'on parle de l'audit. Mais s'ils vont sur le terrain. L'opposition pense déjà à l'échec. Oui, ils pensent déjà à l'échec. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Parce que l'opposition, moi, j'aime pas ce thème parce que c'est un thème que je refuse depuis plus de 5 ans. Je ne parle pas d'opposition. Je parle de pourquoi, parce qu'on n'est pas d'accord. Il faut déjà que l'opposition, comme ils se disent, regarde en face. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait pendant les 8 ans ou 9 ans maintenant on est? Il a réalisé beaucoup de choses. Des cliniques, des hôpitaux ont été construits, des routes, les 11 000 logements de Oueto, ça c'est une prouesse ça. Moi je suis allé visiter, c'est quand tu quittes dedans et tu continues un peu après 2 kilomètres que tu sens que tu es au Bénin, sinon tu te crois dans les villes européennes. Ça, il a réalisé ça. Il faut que l'opposition dise que si le chef de l'État a fait quelque chose qui est bien, nous allons dire c'est bien. Mais c'est pas parce qu'on est de l'opposition que tout ce qu'il fait c'est mauvais. On est d'accord, il faut quand même avoir de bon sens et communiquer sur ce que de bien il a fait et proposer ce que vous voulez qu'on améliore. C'est de ça il s'agit, c'est pas de dire tout le temps tout ce qu'il fait c'est mauvais, tout ce qu'il fait c'est mauvais. Eux-mêmes ils voient le résultat. C'est des gens qui ont les yeux, ils voient. Et puis nous les jeunes on regarde, on voit vraiment ce que le chef de l'État fait. C'est pas parce qu'ils sont plus avec lui qu'on va systématiquement dire ah tout ce qu'il fait là c'est mauvais. On va toujours dire c'est mauvais. Nous on voit. Donc, ce qu'il dit là, nous, on regarde, on voit. Donc, il ne change pas nos avis sur ce que le chef de l'État fait. C'est visible. Alors, est-ce à dire que même le code électoral que l'opposition qualifie plutôt de chrysogène et d'exclusive ne l'est pas? Non, moi, je ne pense pas. S'ils étaient au pouvoir, quand on va leur proposer d'aller réviser le code électoral là, je pense qu'ils vont toujours aussi refuser que non, aller sur le terrain, aller sur le terrain. Moi, je veux que l'opposition soit constructive. Pourquoi? Parce que eux, ils ont 3 thèmes dans leur bouche de développement. Lesquels? Premièrement, la démocratie est en danger. Deuxièmement, libérer Joël Aïvo. Troisièmement, libérer Ricky Amadougou. Nous sommes quand même au moins près de 12 millions d'habitants. Quelle devrait être leur priorité? La priorité, c'est toute la population béninoise. La femme qui est chez moi, à Webo, à Tofo, à Didja, à Semere, à Djougou, qui n'a pas trouvé à manger, qui pense à comment son enfant rentre de l'école le soir manger. Donc vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même? Non, il faut qu'il parle de ces trucs-là, que de tout le temps, la démocratie en danger. Joël Aïvo en prison, je suis d'accord. Et Ricky Amadougou en prison. Mais et les autres, nous on n'existe plus. Il y a des gens aussi qui souffrent. Il faut qu'ils pensent à ça. Il faut qu'ils pensent à toute la population béninoise. C'est pas que les 3 thèmes de développement, là, la démocratie en danger, tout, non, c'est pas bon. Moi, je vois que tous, c'est les mêmes choses, ça nous fatigue un jour, quoi. Nous, les jeunesses, on veut qu'on nous parle de comment créer des centres de formation professionnelle, comment éradiquer le taux de chômage au Bénin, la pauvreté. C'est de ça aussi il s'agit. Il s'agit pas des 3 thèmes, là. D'accord. Vous allez parler tantôt de la jeunesse. Je rappelle que votre mouvement Bénin Vision 2026 fait en quelque sorte la promotion des jeunes. En ce qui concerne l'agriculture, où en êtes-vous? Oui, en ce qui concerne l'agriculture, nous, on a aidé certains de nos jeunes pour faire de l'agriculture et pour pouvoir faire du maraîcher afin de s'en sortir. Parce que nous, on croit toujours qu'il faut une souveraineté alimentaire. Et dans la souveraineté alimentaire, c'est là où les produits qu'on produit chez nous, c'est moins cher. Mais si on importe toujours les produits, on aura toujours des problèmes. Il y a maintenant le coût de transport qui varie. Il y a le coût de la douane aussi qui est dedans. Alors que si on est producteur,
On est directement consommateur, on n'est pas censé à penser pourquoi ça a coûté cher. Parce que beaucoup de nos concitoyens ne pensent pas qu'il y a le coût de transport sur tous les produits qu'on envoie de l'extérieur. Et ça, c'est aussi un autre problème. Il faut que les gens réfléchissent pour dire que, si l'huile est l'huile raffinée de Turquie ou bien de la Russie ou bien de l'Ukraine, là, il y a le coût du bateau qui passe dessus, qui vient jusqu'à Cotonou. Et il faut la douane quand même, parce que c'est pas un produit produit chez nous. Il faut payer TVA aussi sur ça. Donc tout ça, là, fait que le produit devient cher. Alors que si on développe chez nous directement, tout ce qui est produit chez nous, il n'y a pas de TVA. Il y a quand même des produits agricoles que nous produisons également chez nous, mais qui sont quand même chers. Quand je prends par exemple l'haricot, le gari, ça coûte quand même cher. Oui, c'est pourquoi? C'est parce que l'offre n'est pas suffisante. Et la demande est énorme, c'est pour ça que c'est devenu cher. C'est parce qu'il faut qu'on organise maintenant notre agriculture. Si on l'organise en bien et on fait la rationalisation de nos terres et nos agriculteurs vont évoluer en coopérative, ça veut dire que nous pouvons maintenant mieux maîtriser notre agriculture. Et c'est pour ça que les agriculteurs doivent s'organiser en coopérative et le ministère de l'Agriculture doit laisser des points focaux chez ces agriculteurs afin de bien les organiser et ils puissent évoluer en coopérative. Parce que s'ils évoluent tout seuls, ce n'est pas bon. Ce n'est même pas bon pour eux, ce n'est même pas bon pour le ministère ni le pays. Il faut qu'ils organisent en coopérative comme dans d'autres pays. Ça se fait, ils produisent, ils vendent à la coopérative. La coopérative s'en charge maintenant de faire la distribution au niveau international et national. Et aujourd'hui, combien de jeunes adhèrent à vos idéologies? On en a beaucoup. Hein. On en a au moins 40 000 jeunes qui adhèrent à notre idéologie, qui travaillent avec nous, qui font des propositions et nous écoutons et on travaille tout le temps ensemble, quoi. C'est votre accompagnement? Oui, c'est mon accompagnement. Alors aujourd'hui, les producteurs agricoles doivent quand même avoir une autorisation avant de transporter leurs produits agricoles. Ça, c'est une décision ministérielle. Qu'en pensez-vous? Bon, je trouve que cette décision, ça me paraît un peu bizarre. Parce que je pense que le ministre, qui est un grand tonton à moi, devait penser premièrement à les organiser en coopérative. Et quand il les organise en coopérative, ils pourront maintenant vendre à la coopérative directement avec les points que le ministère doit définir. Parce que s'ils produisent là, vraiment, des fois, ils sont libres de dire qu'ils vont transporter leur truc parce que ils se disent que nous, on en produit, on n'a pas l'aide de l'État, pourquoi on ne va pas transporter? Et c'est ça le problème même. C'est là où le problème se pose, quoi. Il faut qu'on les sensibilise, on les informe que c'est comme ça et les proposer des vraies solutions, des prêts qui pour les aider, que quand ils sont redevables à l'État, ça veut dire que quand ils reçoivent l'argent de l'État, ils savent que quand vous produisez là, c'est là où ça reste. Vous devez nous avertir parce que vous avez des engagements vis-à-vis de nous. Il faut faire engager les agriculteurs à travailler directement avec l'État. Mais il faut pas les laisser à produire tout seul et après commencer par leur dire aujourd'hui, si vous voulez déplacer, il faut venir nous voir. Je pense que vraiment, ça va les tenter à toujours dire qu'ils vont déplacer, faire le flot. n'est pas donc favorable. Non, c'est pas favorable pour les agriculteurs. Et je pense que l'État peut organiser ça mieux, les mettre en coopérative et après ils pourront maintenant décider de vendre directement à la coopérative et après la coopérative s'en charge de la redistribution et de la vente, quoi. Alors, nous parlons d'autres sujets avec vous, Hippolyte Arondema. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er octobre 2024, Olivier Bokor, ami fidèle du chef de l'État Patrice Talon, a été mis sous mandat de dépôt. D'abord, quelles sont vos relations avec l'homme? Bon, monsieur Olivier Bokor, je n'ai aucune relation avec lui. Je ne le connais pas, c'est pas mon ami. Donc, tout ce que je sais, c'est l'ami du chef de l'État. Donc, si aujourd'hui, le chef de l'État a ces renseignements qui prouvent qu'il y a tentative de coup d'État, je pense qu'on va laisser la justice faire pleinement son travail et nous attendons tous les conclusions de cette affaire, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Vous ne croyez pas au chef d'accusation? Non, c'est pas parce que je ne crois pas, parce que je fais confiance. Non, je fais confiance à la justice de mon pays, le Bénin. Oui, parce que j'ai un jeune homme togolais qui a dit qu'il a été arrêté pour pouvoir transférer au Bénin, mais la justice béninoise a fait bien le travail, ils l'ont libéré. Donc ça veut dire que après les enquêtes, s'il est condamné, on le saura. Mais pour le moment là, de toute façon, il est présumé innocent. Tout à fait. Oui, donc il faut attendre la condamnation avant de parler d'Olivier Bokor, parce que je pense que s'il est arrêté, le chef de l'État, s'il a des documents, il a les preuves de ce qu'ils ont avancé, la justice va nous éclairer et nous verrons tous la fin de cette histoire, quoi. Et je pense qu'il ne fait rien pour rien, le chef de l'État, il sait pourquoi. Donc il y a des raisons. Oui, il y a des raisons, sinon bon... les motifs d'accusation, il pourrait y avoir d'autres raisons.
Non, non, il ne pourrait pas avoir d'autres raisons. Le plus de la situation, c'est tentative de coup d'État, non? Donc, c'est les raisons, ça. D'accord. Donc, on laisse la justice pleinement faire son travail et nous tous, on verra la fin de cette histoire. On laisse ça donc, la justice fait pleinement son travail. Maître Hippolyte Arondema, nous allons parler aussi d'un constat qui est fait pas dans notre ville, hein, un peu partout d'ailleurs, dans notre pays, le Bénin. Il s'agit de la prolifération des églises. De plus en plus, on en remarque, on en constate un peu partout dans les coins de rue. Est-ce que vous arrivez à comprendre cette prolifération aujourd'hui? Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, quand même. Oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, la religion, c'est quelque chose que je demande à tous les Béninois de chercher leur propre spiritualité. Parce que la prolifération de ces églises où il y a beaucoup de pasteurs à gauche et à droite, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et donner, et maintenant les maîtres, étudier, avant d'ouvrir des églises comme ça, il faut que ces pasteurs qui se disent docteurs en théologie montent leur diplôme et puis avoir un agrément avant d'ouvrir. Il y en a qui n'ont pas de diplôme. Mais non, qui n'ont pas de diplôme, ils vont enseigner quoi? C'est la bêtise humaine, ça. Parce que de temps de nos ancêtres en Afrique n'ont jamais de religion. Ils pratiquent les cultes de chez nous. Donc la religion, c'est importé. Donc ces pasteurs, c'est des importateurs de modèles européens parce que on va parler aussi de la religion de l'islam. L'islam, c'est pas aussi une religion africaine. L'islam est fait pour faire la promotion des Arabes. Parce que le gars même qui a importé l'islam en Afrique, Samori Touré, il s'appelle Sonogor Touré. Mais les musulmans, les Arabes n'ont jamais considéré ce monsieur. Parce que tant que vous ne considérez pas ma religion, ce que moi, mes ancêtres ont fait depuis des années, qui a permis notre développement, et puis qui a fait que nous, en Afrique, on n'a jamais fait de guerre, parce que toutes les guerres qui se sont produites dans le monde entier, c'est la guerre des religions que les Européens ont commis. Donc nous, nos ancêtres ne connaissaient pas la guerre. Donc c'est les religions qui sont arrivées, qui ont commencé par nous apprendre comment il faut faire la guerre des religions. Si nos populations utilisent 2% juste de leur cerveau, ils n'allaient même pas se mettre dans tous ces trucs-là. Attention à ce que vous dites. Oui, parce que c'est pas bien, parce que après on attend plein de bêtises des pasteurs, au lieu d'aller travailler. Il y en a quand même qui sont sérieux, hein. Oui, il y en a, mais quand même il faut les évaluer. Moi, je parle toujours de l'évaluation de tous ces pasteurs-là. Parce que moi, je pense que il faut les évaluer. Et nous, notre culte ici, notre culte, c'est, nous, on n'a pas de religion. Les Africains noirs n'ont jamais de religion. C'est valable pour ceux qui pratiquent. Nous avons quand même nos religions endogènes. Endogènes, oui, c'est ça que nous. Mais est-ce que c'est des églises qu'on fabrique pour qu'on aille là-bas? On adore les dieux de nos ancêtres. Voilà un pays qui s'appelle le Bénin. C'est le seul pays au monde que le chef de l'État doit jurer sur les membres de nos ancêtres. Il n'y en a pas dans le monde entier. Ça veut dire que nos ancêtres même n'ont jamais accepté aucune religion. Aux États-Unis, on juge sur la Bible. En France, on juge sur je ne sais pas quoi. Mais regardez notre pays. Nous, on juge sur les membres de nos ancêtres. Ça veut dire que même le chef de l'État doit prendre des décisions contre ces églises qui prolifèrent là. Que ça n'est pas dans notre affaire ici. Une réglementation doit être mise en place normalement. Et ils doivent payer les impôts normalement parce que c'est des commerçants pour moi. D'autres sont des commerçants. Oui, d'autres sont des commerçants parce que si nous on paye, c'est une voie d'activité parce que c'est des gens qui ne veulent pas aussi travailler. Il y a des pasteurs, ils sont réglo, je suis d'accord, ils sont corrects. Mais dernièrement, j'ai lu dans les activités, il y a un pasteur qui a violé une petite fille à Tchougou là-bas. Est-ce que c'est normal? La petite fille a demandé quoi? C'est d'aller prier Dieu, non? Le Dieu, c'est le Dieu qui demande à ce pasteur de violer la petite fille. Donc, tous ces trucs-là, il faut qu'on mette des réglementations dessus et enquêter sur leur moralité avant de lui donner l'agrément pour qu'il travaille. S'ils n'ont pas cet agrément, on doit les définir les règles. Il doit signer une charte des églises afin de respecter la dignité humaine. Est-ce qu'on pourrait en arriver là vraiment au Bénin? Si, on peut arriver. En quoi faisant? Mais les Rwandais, ils sont arrivés, non? Ils ont fermé plusieurs trucs comme ça. Donc, c'est de mettre des règles, il faut des réglementations en matière de ça. Alors, Hippolyte Arondema, nous tendons presque à la fin de cet entretien, mais il reste un dernier sujet que nous allons aborder très rapidement. Il s'agit bien de la polygamie. D'abord, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Bon, moi-même, je suis marié, j'ai une femme, c'est une Française. Je passe par ici pour saluer Cécile Prudhomme, c'est ma femme. Et je vais vous dire quelque chose. Nous, en Afrique, là, c'est la polygamie. Nos ancêtres ont toujours fabriqué la polygamie, ça n'a jamais tué quelqu'un. Maintenant que vous êtes de l'autre côté, ça ne veut pas dire que... Bon, nous, quand on a des importateurs de modèles aussi qui amènent la monogamie chez nous, et chez eux, ils ont dit la polygamie. Nous, on n'est pas obligé de suivre ce que eux ils ont dit. Ici, nous aussi, on a nos règles. Après, ils vont nous dire que de marier les hommes vont se marier entre eux. Après, ils vont dire les femmes vont se marier entre eux. Ça veut dire que quoi? Ils veulent arriérer, nous, notre développement. Oui, la polygamie, c'est une très bonne chose.
La polygamie n'a jamais tué quelqu'un. Et pour on devait en arriver là, donc. Oui, on va arriver là. Moi, je suis pour la polygamie. Elle entend, hein? Oui, elle-même, elle sait. Je lui ai dit que je suis pour la polygamie et que la polygamie n'a jamais tué quelqu'un dans la vie. Et puis de deux, si les Européens sont capables, moi, ça fait 26 ans que je vis en Europe, j'ai été conseiller de plusieurs chefs d'État, même en Europe, et je vais dire, si eux, ils sont capables de venir dire chez nous ici que nous, on doit pratiquer le système de Woubi. Les hommes doivent se marier entre eux. Les femmes doivent se marier entre eux. Pourquoi nous, les Africains, on n'a pas le droit d'aller chez eux pour dire on a le droit de prendre 4 femmes comme nos ancêtres fait? Si tu n'aimes pas ma religion, je n'aime pas pour toi. Donc la réciprocité doit être faite. Là, ça dépendra quand même. Hein, c'est une question de volonté entre les partenaires. Si la femme, la femme ne veut pas partager son homme, ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Mais ça doit être discuté avec la femme avec qui vous voulez mettre la polygamie en place. On doit mettre un système. Donc, il faudrait que les deux partenaires s'entendent. Arrivé à la mairie, on doit demander à l'homme. Vous êtes pour le régime monogamie ou polygamie. Devant sa femme, en même temps, il peut répondre polygamie. Et il peut dire monogamie. Si tu t'engages à signer monogamie, là, tu ne vas pas dire demain que, je veux me marier avec une deuxième femme. Tu t'es vraiment engagé. Donc, c'est des sujets qui doivent être débattus dans le foyer. On doit être d'accord pour dire, ouais, je suis d'accord. La madame doit dire, moi-même, je suis d'accord que tu me secondes avec une deuxième femme ou une troisième femme. Et tu dois être d'accord pour signer ça à la mairie. Regardez au Gabon, le petit pays. Le Gabon, c'est un grand pays. Il y a 2 500 000 habitants. Mais la polygamie, c'est rapide. Donc, quand le président Brice Oligui, il est devenu président, il avait une maîtresse. Oui, il avait une maîtresse et la loi ne permet pas au corps habillé d'avoir 2 femmes. Il a rapidement changé la loi pour aller marier sa deuxième femme rapidement. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il trouve que la vie qu'il fait là, ce n'est pas une bonne vie. Parce qu'il ne protège pas ses propres enfants qu'il a fait avec la deuxième femme. Vous connaissez quand même une chose, hein, qu'aujourd'hui, pas polygame, qui peut, oui. Parce qu'être polygame, il faut quand même il faut avoir les moyens. Tu ne peux pas vivre chez ton père au salon et dormir et avoir 2 femmes. Ça, c'est des délinquants sexuels aussi. Il faut appeler chat par chat. Moi, je suis d'accord. Il faut avoir les moyens d'entretenir la femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui sont contre la polygamie. Mais c'est eux qui sont capables, oui, des hommes politiques, des hommes d'affaires comme tout le monde, hein, c'est eux qui sont capables d'avoir des maîtresses dehors. Ils font des enfants dehors et ces enfants ne peuvent pas rentrer dans le vrai foyer. Oui, on en connaît plein, on sait comment les choses se passent, tout le monde, on sait comment les choses se passent. Mais quand on va légitimiser la polygamie là, les filles qui font des enfants à des messieurs et qui, les messieurs n'entretiennent plus les foyers là, les enfants deviennent des délinquants, des bandits dans la rue, on ne les paye plus la scolarité. Quand la femme va dire, non, tu sais que la polygamie, ça existe chez nous. Le monsieur doit répondre oui. Est-ce que tu es d'accord pour me marier? S'il dit non, elle laisse la faire. Et elle va chercher autre chose. Moi, j'ai des sœurs qui, les maris ont laissé les enfants. Ils ont laissé parce que la femme qui est à la maison ne veut pas entendre ça. Parce que déjà, il faut que la femme qui est à la maison accepte d'abord. Donc, ils couchent les femmes dehors et après, ils font les enfants. Ils fuient leurs responsabilités. Parce que la loi dit qu'il n'y a pas de polygamie. Donc, quand même, la bêtise humaine, on est capable d'aller draguer les femmes et aller faire les enfants et après, on fuit parce que celle qui est dedans, elle ne veut pas entendre ça. Alors que c'est des sujets on doit faire avec la femme d'abord à la maison avant de commencer par chercher une autre femme dehors. Donc, la solution, c'est de légaliser la polygamie. Oui, comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité. On peut donc en arriver là au Bénin. Oui, on peut bien en arriver. Parce que les importateurs de modèles, là, ceux qui nous ont importé cette modèle de monogamie, là, je veux savoir ceux qui ont importé là, combien d'enfants ils ont. Est-ce qu'ils sont vraiment mariés? Vous allez voir que ces gens-là ne sont pas mariés. L'importatrice même de modèle, il faut m'amener son acte de mariage. Il n'y en a pas. Merci à vous, Hippolyta. On demande, nous sommes à la fin. Une petite conclusion pour terminer. Une petite conclusion. Moi, j'appelle toutes les jeunes, la jeunesse béninoise à œuvrer pour la paix parce que nous ne pouvons pas aller en 2026 plutôt, sans traverser 2025. Et 2025, c'est l'année des épreuves. Donc, j'appelle tous les jeunes à œuvrer pour la paix et à ne pas se faire manipuler par les hommes politiques qui peuvent rencontrer des bêtises pour pouvoir encore manipuler les gens. Et je préfère que nous soyons vraiment cohérents en les écoutant, en faisant la part des choses et être dans la paix. En parlant d'abord des élections générales, vous serez candidat pour quoi déjà? Non, pour législative ou bien? Non, pour le moment, moi, je ne suis pas candidat dans quelque chose d'abord, mais on est dans le bloc républicain, on attend le président du parti, les décisions du parti.
Merci à vous, Hippolyte. Merci. Vous êtes le président du mouvement Bénin Vision 2026, acteur et membre politique du parti Bloc républicain. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ouais, je vous remercie, Madame Latifat. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'interview matinale. On se retrouve dans un instant dans la toute dernière rubrique de votre émission. Merci de nous retrouver dans cette dernière manche de votre émission, mesdames et messieurs. Fawzia Sefou est déjà sur ce plateau. Fawzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. On mange quoi ce matin? Alors, ce matin, on mange quoi de bon ce matin? Oh là là, on a toujours mangé bon ici. En tout cas? Oui, on a toujours mangé. Parce que je veille à ça. Je ne vais pas faire de commentaires. Bien sûr. Alors, ce matin, on va faire du farofa. C'est un mets de chez nous. On fait quoi? Farofa. Farofa. Oui, au gésier. C'est-à-dire, on va utiliser de l'haricot plus du gari au lieu de la farine de maïs pour faire du jongoli. C'est tout. Farofa. Oui, du farofa. On verra bien ce dont ça a l'air. C'est du bon, je vous assure. On aura besoin du haricot. Bon. Voilà. Le haricot. On aura besoin de l'haricot. Voilà. Quoi d'autre comme ingrédient? Le gari. On aura besoin des épices, du piment rouge, du sel, de l'huile rouge et les gésiers. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et pour la préparation, on y va comment? Alors, pour la préparation, pour pouvoir réussir notre farofa et manger, par exemple, le matin ou au déjeuner, parfois, on a des variétés d'haricots qui durent au feu. Donc, le mieux, c'est de pré-cuire la veille. D'accord. Et là, le lendemain, vous prenez votre haricot déjà pré-cuit, vous mettez au feu. Déjà 10 à 15 minutes plus tard, vous pouvez déjà commencer par mettre les épices. Puis après, le piment, le sel, l'huile rouge et les gésiers. Vous laissez cuire 5 minutes et là maintenant c'est le tout de la farine, le gari et vous mélangez le tout. Vous avez un mélange tendre. Tendre? Oui, bien tendre, voilà. Et vous pouvez servir. C'est tout? Bien, c'est tout. Farofa? Oui, au gésier. Farofa au gésier. Avec vous, on apprend des choses. Hein? Beaucoup. Ah, farofa au gésier. En tout cas, libre à vous, hein, mesdames et messieurs, vous pouvez essayer, voir un peu, déguster ce que c'est, voir si c'est vraiment... C'est un mets de chez nous. J'ai compris que vous n'avez pas grandi au village, sinon on mange au quotidien. Ah bon, le farofa. Oui, dans quel village déjà? Oui. Ah, moi, je suis de la vallée de Lomé. Dans votre village? Je suis de la vallée de Lomé, c'est que sûr. Moi aussi, hein, sinon, j'ai jamais connu ça. Oh peut-être qu'il y a deux sortes de vallées au Bénin. Mais vous pouvez être de la vallée de Lomé sans être allé au village. Il y a ça aussi. Il y a une différence. Il y a une différence. On ne fera pas ce débat-là. Bon, c'est fou. Merci pour le farofa au gésier. Ah, ok. Donc, au village, là, on connaît gésier. Bien sûr. On connaît gésier. Oui, on connaît Merci à vous. Aussi. Mesdames et messieurs, voilà ce que nous propose Fawzia Sefou pour le menu de ce jour, farofa au gésier. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.